Le soir de notre mariage, dans les couloirs de l'hôtel, mon époux s'est tourné vers moi et a murmuré d'une voix posée: « Mes 2 liaisons ont été conviées. Elles nous rejoindront pour notre voyage de noces. » Je suis restée figée sur place. Je l'ai regardé sans ciller et j'ai répondu d'une voix égale: « Très bien. » Il a esquissé un sourire, persuadé d'avoir remporté quelque chose. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cette seconde précise, j'avais déjà tranché. Une décision que j'avais prise en silence et qui allait faire de ce voyage de noces la nuit dont il ne se remettrait jamais. Parce que moi, je m'appelle Claire, j'ai 53 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire du jour où j'ai compris que l'homme à qui j'avais ouvert ma vie avait tout orchestré non pas pour me combler, mais pour m'effacer doucement, avec des fleurs blanches et une bague en or. Si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous maintenant, appuyez sur la cloche, laissez un like et dites-moi en commentaire depuis quel endroit vous m'écoutez. Restez jusqu'au bout, parce que ce que j'ai fait était froid, méthodique et absolument dévastateur. Je suis architecte. Architecte senior, pour être exact, le genre de titre qu'on ne vous offre pas, qu'on arrache année après année dans un milieu qui ne vous fait aucune faveur quand vous êtes une femme. Mon cabinet se trouve dans le 8e arrondissement de Paris, entre le Faubourg Saint-Honoré et les Champs-Élysées, dans un immeuble haussmannien dont j'apprécie les proportions avec une tendresse que je n'ai jamais su éprouver pour ceux qui m'ont déçu. Les bâtiments, eux, ne mentent pas. Ils sont exactement ce qu'ils donnent à voir. Je suis arrivée à Paris il y a près de 30 ans, depuis Lyon, avec 2 valises et une conviction absolue: personne ne me tendrait quoi que ce soit. Je le prendrais moi-même. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'avais été mariée une première fois à 28 ans. Ça n'avait pas tenu. Non pas à cause d'une trahison ni d'une violence. Juste 2 êtres qui avaient évolué dans des directions contraires, comme 2 arbres poussés trop près l'un de l'autre. Nous nous étions quittés dans le respect et dans cette mélancolie douce des choses qui auraient pu prendre une autre forme. Je n'avais pas eu d'enfant. C'était un choix réfléchi, assumé, sans amertume. Durant des années, j'avais vécu seule et j'avais appris à chérir cela, à chérir le silence du matin dans mon appartement du 11e, le café préparé à mon propre rythme, les vacances en Bretagne où je passais des heures à contempler la mer avec un livre sur les genoux sans devoir expliquer à quiconque pourquoi je préférais le silence. Je ne cherchais personne. J'ai croisé Mathieu un froid après-midi d'octobre 2023 lors d'une exposition au Centre Pompidou. Il avait 50 ans, des cheveux argentés soigneusement coiffés et cette manière particulière qu'ont certains hommes d'occuper l'espace sans s'en justifier. Il se tenait face à une grande toile rouge sang, un verre de vin à la main, dans un silence complet. Je me suis approchée par curiosité. Je voulais comprendre ce qu'il voyait dans cette œuvre que je trouvais, moi, profondément troublante. Il s'est retourné, m'a regardé et a dit avec une aisance désarmante: « Vous aussi, vous avez l'impression que cette toile ressemble à une blessure ouverte ?» J'ai ri. Il a ri. Nous avons parlé 40 minutes de l'art, de Paris, de la façon dont la ville vieillit bien, contrairement aux gens qui vieillissent dans la crainte. Nous avons échangé nos numéros presque sans nous en apercevoir. Dans les mois qui ont suivi, Mathieu s'est révélé différent de tous les hommes que j'avais connus à ce stade de ma vie. À 53 ans, je savais distinguer l'intérêt sincère de la mise en scène et lui paraissait sincère. Chaque semaine, des chrysanthèmes blancs étaient déposés devant ma porte parce que, dans une conversation en passant, j'avais mentionné que je les préférais aux roses. Il écoutait. Quand je travaillais tard, il surgissait avec de la nourriture du bistrot du coin, s'asseyait, demeurait silencieux sans rien réclamer. En décembre, il m'avait emmené à Colmar en surprise pour le marché de Noël que je n'avais jamais visité malgré toutes ces années en France. Ma sœur Isabelle m'avait appelé après l'avoir rencontré pour la première fois et avait dit avec cette chaleur directe qu'elle a toujours: « Avec tout ce que tu as traversé, tu méritais de trouver quelqu'un comme lui. Ne le laisse pas partir. » J'avais cru. À 53 ans. Avec toute mon expérience, avec tout ce que j'avais déjà traversé, j'avais cru. La demande en mariage était arrivée en mars 2024. Un soir de pluie légère sur le pont des Arts. Pas de caméra, pas de mise en scène, une bague sobre en or, sa voix légèrement tremblante et la pluie qui tombait doucement autour de nous. J'avais dit oui, les yeux humides, non par performance, mais pour de vrai. Durant les mois de fiançailles, il avait participé à chaque détail.
Il avait choisi le menu avec le chef, m'avait accompagné chez la fleuriste, avait épluché chaque clause du contrat avec la salle de réception. Il était présent jusque dans les silences. Je croyais avoir trouvé la bonne personne. Je ne savais pas que j'avais été soigneusement conduite vers une chute et que cette chute aurait lieu à l'hôtel. Ce que je ne comprenais pas encore, ce que personne autour de moi ne pouvait percevoir, c'est que chaque fleur, chaque silence complice, chaque voyage minutieusement choisi était une brique de plus dans quelque chose que lui seul connaissait. Il ne construisait pas une relation. Il construisait une cage, et il voulait que je sois tellement reconnaissante d'y entrer que je n'aurais jamais l'idée d'en chercher la sortie. Mais Mathieu avait commis une erreur fondamentale. Il avait cru que parce que je voulais cet amour, j'en avais besoin pour survivre. Il ne savait pas que les femmes qui ont tout bâti seules n'ont jamais vraiment besoin de quoi que ce soit. Elles choisissent. Et quand le choix se révèle être un piège, elles savent exactement comment s'en extraire. Je le savais. Je venais simplement de l'oublier quelques mois, et je m'en souviendrai debout à l'hôtel, en robe de mariée, sous le soleil de Bordeaux, devant 120 personnes qui croyaient assister au plus beau jour de ma vie. Pourquoi un homme comme lui aurait-il fait ça? Que voulait-il vraiment derrière tout ça? Continuez à écouter, parce que la réponse va vous couper le souffle. Le mariage était fixé en juin dans un domaine viticole historique aux environs de Bordeaux. 120 invités, la famille des deux côtés, des amis de longue date, des collègues du cabinet. La cérémonie aurait lieu dans le jardin extérieur de la propriété, entre des rangées de vieilles vignes et des lavandes en fleurs, avec une demeure en pierre du XVIIIe siècle en arrière-plan, dorée par le soleil de fin d'après-midi. Je me souviens de chaque détail de ce matin-là. Je me souviens du poids de la robe en soie italienne lorsque je l'ai enfilée. Je me souviens du parfum que j'avais choisi, le même que je porte depuis mes 40 ans, Chanel numéro 5, classique, sans concession. Je me souviens d'Isabelle qui ajustait mon voile avec les yeux brillants de larmes retenues, murmurant d'une voix douce et tremblante « Tu es magnifique, Claire ». Je me souviens de m'être regardée une dernière fois dans le miroir avant de descendre et d'avoir pensé, avec un calme que je n'attendais pas ressentir à cet instant précis, « Je suis prête ». J'ai remonté l'allée entre les chaises avec mon beau-frère à mes côtés. Mon père était décédé des années auparavant, et c'est lui qui avait accepté de me conduire jusqu'à l'hôtel, avec une émotion silencieuse que je n'oublierai jamais. J'ai vu Mathieu qui m'attendait, ce sourire que je connaissais, cette posture droite et assurée qu'il avait toujours. Le pasteur a entamé la cérémonie. La lumière de fin d'après-midi dorait tout. Les vignes, les pierres, les visages. Les invités observaient dans un silence respectueux et chaleureux. C'est exactement à ce moment-là que c'est arrivé. Mathieu s'est légèrement penché vers moi, sous prétexte d'ajuster le bouquet dans mes mains, conservant son sourire intact pour que personne autour de nous ne perçoive absolument rien. Et il a murmuré lentement, avec un calme perturbateur que je ne reconnais aujourd'hui que comme de la cruauté calculée, « Sophie et Laure sont là aujourd'hui, toutes les deux. 3e rang, côté droit. » Elles m'ont vu entrer et elles ont souri. Elles viennent avec nous aux Maldives, chambre communicante. Tout est déjà réservé. Il a relevé la tête et a regardé le pasteur comme si de rien n'était. Le monde s'est arrêté. J'ai senti le sol de pierre à travers les semelles de mes chaussures comme s'il allait céder sous mes pieds. Le sourire sur mon visage s'est cristallisé. Il n'a pas disparu parce que je ne pouvais pas le laisser disparaître. Dieu me regardait. Isabelle était au premier rang, les yeux brillants d'émotion. Mon neveu de 12 ans filmait avec son téléphone. La femme du pasteur tenait un mouchoir dans sa main gauche. J'ai regardé discrètement vers le 3e rang côté droit. 2 femmes, l'une blonde, robe bleu marine, qui me fixaient avec une curiosité froide et légèrement satisfaite, le regard de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné. L'autre, brune, cheveux courts, expression neutre, mais les yeux posés sur moi avec une précision qui ne laissait aucun doute. Elles savaient que je savais. Et elles attendaient de voir ce que j'allais faire. Elles attendaient que je m'effondre. Quelque chose en moi, je ne sais pas si c'était l'orgueil, l'instinct ou cette intelligence froide de survie que les femmes développent après des décennies dans un monde qui les sous-estime, a pris le contrôle avant que les larmes ou la panique n'arrivent. Avant que ma gorge ne se serre, avant que mes mains ne tremblent, j'ai regardé Mathieu directement dans les yeux et j'ai dit d'une voix basse, absolument ferme, sans la moindre fissure, « Très bien ».
Il a cligné des yeux. Pendant une seule seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la satisfaction. Il croyait m'avoir brisé. Il croyait que j'acceptais. Il ne savait pas que je commençais seulement. La cérémonie a continué. Les vœux ont été prononcés. J'ai dit les miens avec une clarté de voix que plusieurs invités m'ont commenté après, me disant qu'ils avaient trouvé ça émouvant, cette façon que j'avais eue de parler avec tant de calme et de certitude. Si seulement ils avaient su ce qui se passait derrière ces mots. Nous avons échangé les alliances. Le pasteur a prononcé la formule consacrée. Les invités ont applaudi. Mathieu m'a embrassé sous les acclamations avec la confiance d'un homme qui croit avoir tout gagné. Je l'ai laissé faire, parce qu'à cet instant précis, pendant que ses lèvres touchaient les miennes et que les gens autour de nous souriaient, applaudissaient et pleuraient d'émotion, mon cerveau était déjà ailleurs. Il calculait, il construisait, il posait les premières pierres de quelque chose qu'il ne verrait pas venir, parce qu'il n'imaginait pas qu'une femme debout à l'autel, souriante, le visage serein sous un voile de soie, puisse être en train de le démolir méthodiquement dans sa tête. Il m'avait choisi comme cible parce qu'il pensait que j'avais trop à perdre pour réagir. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les femmes qui ont tout construit seules savent aussi exactement comment tout défaire. Et moi, j'avais passé 30 ans à apprendre à lire les structures, à comprendre ce qui tient, ce qui cède, par où commencer pour qu'un édifice s'effondre proprement, sans bruit inutile, sans laisser de traces qui vous reviennent dessus. Mathieu avait épousé une architecte. Il aurait dû y penser avant. Durant le vin d'honneur qui a suivi dans le jardin, entre les rangées de vignes et sous les guirlandes lumineuses qu'il avait lui-même choisies avec moi 3 mois auparavant, j'ai serré des mains, embrassé des joues, accepté des félicitations avec un sourire qui ne vacillait pas. J'ai remercié sa tante venue exprès de Nantes. J'ai plaisanté avec ses collègues du cabinet. J'ai dansé avec mon neveu sur une chanson qu'il avait choisie. Et dans ma tête, le plan prenait forme, silencieux, précis, dévastateur. Ne partez pas, parce que ce que j'ai commencé à construire à cet instant précis, encore debout en robe de mariée, est l'une des choses les plus réfléchies que vous entendrez jamais. Continuez. La réception s'est terminée aux alentours de minuit. Nous sommes partis en voiture pour le Grand Hôtel de Bordeaux, sur la place de la Comédie, où nous devions passer la nuit avant le vol pour les Maldives le lendemain matin. Sophie et Laure étaient logées dans la chambre communicante, exactement comme il me l'avait annoncé. Il avait tout organisé avec une précision qui, maintenant que je le savais, me donnait une nausée froide et contrôlée. Pas celle qui vous fait vaciller, mais celle qui vous rend lucide comme du verre. Dans la voiture, Mathieu parlait. Il racontait des anecdotes de la soirée, commentait les discours, riait de quelque chose qu'un cousin avait dit pendant le dîner. Il parlait avec l'aisance d'un homme convaincu que tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Je répondais par monosyllabes en regardant défiler les quais de la Garonne par la fenêtre, les lumières se reflétant sur l'eau noire, les platanes immobiles dans l'air chaud de juin, la ville qui dormait sans se douter de rien. Je ne pensais plus à lui. Je pensais à ce que j'avais à faire. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, le hall était somptueux et silencieux à cette heure-là. Marbre clair, lustre tamisé, le murmure discret de la climatisation. Notre chambre était au 3e étage, grande, lumineuse mène de nuit, avec un lit immense recouvert de lin blanc, des rideaux tombant jusqu'au sol, une vue sur la place illuminée. C'était la plus belle chambre nuptiale dans laquelle j'avais jamais mis les pieds. Mathieu a posé sa valise, a défait sa cravate et a dit sans me regarder « Je vais dire bonsoir aux filles ». Il a ouvert la porte communicante. Je l'ai entendu se refermer de l'autre côté. J'ai entendu des voix étouffées, un rire bas, puis le silence de l'autre côté de cette fine cloison blanche. Je me suis assise au bord du lit en soie blanche dans ma robe de mariée, les 2 pieds à plat sur le parquet, les mains posées sur mes genoux, droite, immobile, comme une architecte qui évalue les dégâts sur une structure avant de décider par où commencer les travaux. J'ai regardé ma montre, 23h42. J'ai attendu exactement 3 minutes, puis j'ai pris mon téléphone. Premier appel, Isabelle. Elle a décroché à la 2e sonnerie, encore en voiture avec son mari sur la route du retour. J'ai parlé à voix basse et j'ai dit sans préambule, « Isabelle, écoute-moi. Ne pleure pas, ne crie pas, ne fais rien. Écoute seulement.
J'ai besoin que tu fasses certaines choses pour moi ce soir. Il y a eu un silence de 5 secondes. 5 secondes où j'ai entendu sa respiration changer, devenir plus courte, plus maîtrisée. Puis elle a dit avec cette voix d'aînée qui sait exactement quand il ne faut pas s'effondrer, « Parle ». Je lui ai tout dit en quelques minutes, sans trembler, sans pleurer, juste les faits dans l'ordre, avec les noms et les détails. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle a seulement dit « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Et je le lui ai dit. Deuxième appel, Marc, mon avocat depuis 18 ans. Il était à un dîner quand il a décroché. J'entendais le bruit des couverts et des conversations en fond. Quand il a compris ce que j'avais à lui dire, il a présenté ses excuses à ses voisins de table, est sorti sur le trottoir et est resté 40 minutes au téléphone avec moi. Marc connaît mon dossier comme il connaît sa propre bibliothèque. Il n'a pas été surpris autant que vous pourriez le croire. Les hommes comme Mathieu, il en a vu. Ce qui l'a surpris, c'est la clarté avec laquelle je lui ai exposé ce que je voulais faire. Il m'a dit à un moment, avec cette franchise qu'il réserve aux clients qu'il respecte vraiment, « Claire, vous avez pensé à tout ça ce soir ?» Et j'ai répondu, « Non, Marc, j'ai pensé à tout ça à l'hôtel. » Troisième appel, le directeur de ma banque. Un appel que Mathieu n'aurait jamais imaginé que j'aurais besoin de passer. Permettez-moi de faire une pause une seconde. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et laissez un like. Ça prend 3 secondes et ça m'aide énormément. Merci. On continue. Cette nuit-là, pendant que Mathieu était de l'autre côté de cette cloison blanche à célébrer quelque chose que je ne nommerai pas, j'ai bâti un plan en 5 étapes. Chaque étape conçue pour que, au moment où il comprendrait ce qui se passait, il soit déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Pas trop tard d'1 heure. Trop tard de façon permanente et irréversible. La première étape concernait l'argent. Nous avions un compte joint ouvert durant les fiançailles pour les dépenses du mariage. Il contenait 47 000 €, moitié lui, moitié moi. Guidé par Marc, j'ai transféré ma part exacte vers mon compte personnel dans la nuit même. Légal, documenté, inattaquable. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Marc m'a rappelé ensuite, le contrat de mariage que Mathieu lui-même avait suggéré et que, par une négligence qui ne ressemblait pas à l'homme méticuleux qu'il prétendait être, contenait une clause me protégeant intégralement en cas de séparation pour infidélité prouvée. Il avait signé sa propre fin sans s'en rendre compte. La deuxième étape concernait les billets. La lune de miel aux Maldives était réservée à nos 2 noms. 4 billets au total, moi, Mathieu, Sophie et Laure. Ces 2 derniers réservés sur une carte de crédit qu'il avait soigneusement dissimulée tout au long des fiançailles. J'ai annulé mon billet cette nuit-là même, sans prévenir, sans explication. Mais je n'ai pas demandé de remboursement. J'ai redirigé la valeur vers un nouveau billet, vers une autre destination, laquelle, vous le saurez à la fin. La troisième étape impliquait Isabelle. Je lui avais demandé une seule chose, le lendemain, 2 heures après le décollage de leur vol, elle appellerait Geneviève, la mère de Mathieu, 79 ans, femme pieuse et droite, qui adorait son fils et me traitait comme une belle-fille depuis le début des fiançailles, et lui raconterait avec soin et respect ce qui s'était passé à l'hôtel. Pas pour détruire, mais pour que la vérité arrive à la famille avant que sa version à lui n'ait eu le temps de prendre forme. Isabelle l'a fait avec une élégance que seule elle possède. Les 4e et 5e étapes, je vous les révèle dans la partie suivante, parce qu'elles sont les plus précises, les plus dévastatrices, et parce qu'elles méritent d'être racontées dans le bon ordre avec le silence qu'elles imposent. J'ai éteint la lumière à 3 heures du matin. Je me suis allongée au centre de ce lit immense qui n'appartenait qu'à moi. J'ai fermé les yeux, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans aucun poids. Quelles étaient les 2 dernières étapes ? Ce que j'avais demandé à ma sœur, ce que l'avocat avait dit, ce que la banque avait fait, tout cela n'était que le commencement. Continuez à écouter, parce qu'à partir d'ici, chaque révélation sera plus grande que la précédente. Je vais vous raconter le plan exactement comme je l'ai construit, étape par étape, dans cette chambre d'hôtel bordelaise où le seul bruit était le murmure de la climatisation, de temps en temps, un rire étouffé de l'autre côté de la cloison blanche. Je vais vous le raconter avec la même précision froide que j'avais cette nuit-là,
Parce que c'est la seule façon de vous faire comprendre que ce que j'ai fait n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance impulsive. C'était de l'architecture. Et une architecte ne construit pas dans la précipitation. La 4e étape concernait le cabinet. Mathieu était associé dans une société de conseil financier à Paris, discrète, bien positionnée, avec une réputation qu'il cultivait avec une obsession que je comprenais mieux maintenant. Il m'avait raconté, sans mesurer l'importance de ce qu'il me confiait, qu'il était en négociation avancée avec un nouveau client institutionnel. Une fusion importante, plusieurs mois de travail, et dans ses propres mots, le contrat le plus significatif de l'histoire du cabinet. Il en parlait avec cette fierté tranquille des hommes qui confondent leurs valeurs professionnelles avec leurs valeurs humaines. L'associé principal du cabinet s'appelait Bertrand. Je ne le connaissais pas comme ami, mais comme quelqu'un du même cercle professionnel parisien. Nous nous étions croisés à des inaugurations, à des conférences, à ces dîners d'affaires où tout le monde se connaît un peu et personne ne se connaît vraiment. Ce genre de relation que Paris entretient avec soin, distante, polie et potentiellement très utile. Je n'ai pas appelé Bertrand. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai envoyé un email objectif, documenté, sans émotion superflue, avec en pièces jointes des captures d'écran de conversation que Mathieu avait eues avec ses maîtresses depuis le téléphone qu'il laissait charger sur ma table de chevet. Des conversations que j'avais photographiées des semaines auparavant, quand quelque chose de petit, un comportement légèrement différent, un horaire qui ne correspondait plus, un changement de mot de passe un mardi soir sans explication m'avait donné le premier signal. Ce signal que j'avais consciemment ignoré parce que je ne voulais pas y croire, mais que je n'avais pas effacé. J'avais gardé les photos dans un dossier que j'avais nommé simplement « Architecture » sur mon téléphone, avec cette ironie tranquille que personne d'autre que moi ne pouvait comprendre. Je les avais conservées sans savoir exactement pourquoi. Maintenant, je savais. Bertrand a répondu à l'email en 22 minutes, à 2h du matin. 22 minutes. Ce chiffre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de la relation entre Mathieu et ses associés, sur la fragilité de cette réputation qu'il croyait inattaquable. Le client institutionnel en négociation était un groupe familial traditionnel, avec une clause éthique explicite dans le contrat de prestation de services. Une clause que Mathieu connaissait parfaitement. Une clause qu'il avait choisi d'ignorer. Bertrand a répondu en 22 minutes parce que certaines choses, quand elles arrivent, ne peuvent pas attendre le matin. La 5e étape était la plus simple et la plus dévastatrice. J'ai rédigé une lettre par à la main, sur les notes de mon téléphone avec soin, relisant chaque paragraphe 3 fois, supprimant tout ce qui ressemblait à de la colère ou à de la douleur inutile. 2 pages. Sans insultes, sans cris. Seulement des faits, des dates et une dernière phrase que je savais resterait dans sa tête pour le reste de sa vie. Quand j'ai eu terminé, j'ai copié le texte dans un email adressé à lui et j'ai configuré l'envoi programmé pour un horaire très précis, le moment exact où l'avion décollerait de Bordeaux-Mérignac le lendemain matin. Quand l'appareil quitterait le sol, l'email partirait. Sans connexion Internet à bord pour répondre, sans possibilité de m'appeler, sans moyen de m'atteindre. Il lirait chaque mot prisonnier d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, avec Sophie et Laure assises à quelques rangées de lui, sans pouvoir faire absolument rien. J'ai fermé mon téléphone. J'ai posé les mains à plat sur le drap blanc et j'ai pensé à tout ce que Mathieu avait construit autour de moi pendant 18 mois. Les fleurs, les voyages, les silences complices, le pont des Arts sous la pluie, la voix légèrement tremblante quand il avait demandé ma main. J'avais cru à chaque détail. Pas par naïveté, j'avais 53 ans, je n'étais pas naïve. J'avais cru parce que j'avais décidé de faire confiance, ce qui est une chose très différente. La confiance est un acte délibéré. Et il avait utilisé mon acte délibéré comme une arme contre moi. Ce que Mathieu n'avait pas compris, ce que les hommes comme lui ne comprennent jamais vraiment, c'est qu'une femme qui a tout construit seule a une mémoire particulière. Elle n'oublie pas, elle range, elle classe, elle attend le moment où l'information devient utile. Ce n'est pas de la rancœur. C'est de la méthode. J'avais rangé les captures d'écran dans un dossier nommé « Architecture ». J'avais rangé la clause du contrat de mariage dans un coin de ma mémoire depuis le jour où Marc me l'avait expliqué. J'avais rangé le nom de Bertrand, son adresse email professionnelle et la nature exacte du contrat en négociation depuis le soir où Mathieu m'en avait parlé à table,
entre le fromage et le dessert, convaincu que cette information ne servait qu'à illustrer son importance. Tout était rangé. Et cette nuit-là, dans cette chambre somptueuse du grand hôtel de Bordeaux, avec le bruit de la fête de l'autre côté de la cloison, j'avais sorti chaque pièce de son tiroir et les avais posées dans le bon ordre, comme les éléments d'un projet que j'avais mis des années à concevoir sans le savoir. Le plan était complet, 5 étapes, aucune fissure, aucun excès, aucune trace qui pourrait se retourner contre moi. J'ai éteint la lumière à 3 heures du matin. J'ai dormi. Et dans quelques heures, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Mathieu allait comprendre pour la toute première fois que quelque chose n'allait pas du tout comme prévu. Le vol pour les Maldives décollait à 6h15 du matin avec une escale à Paris. Mathieu a frappé à la porte de la chambre à 7h30, de bonne humeur, bagages prêts, avec cette confiance particulière des hommes qui ont passé la nuit à célébrer et qui se réveillent en croyant que le monde leur appartient encore. J'avais entendu la porte communicante s'ouvrir et se refermer 1 heure plus tôt. Il était revenu se changer, j'imagine, ou peut-être simplement pour maintenir l'apparence d'un mari qui dort dans la chambre de sa femme le soir de ses noces. Le détail m'avait traversé l'esprit et m'avait quitté aussitôt. Je n'avais plus de place pour les détails inutiles. J'avais ouvert la porte. J'étais habillée, maquillée, mon sac de voyage à la main, pas la valise enregistrée, seulement le sac de cabine. Il l'avait regardé une fraction de seconde, mais n'avait pas posé de questions. Il m'avait souri avec cette condescendance enveloppée dans le charme qu'il maîtrisait à la perfection et avait dit « Prête, ma chérie ?» Complètement, avais-je répondu. Nous sommes descendus tous les 4 dans le hall. Mathieu, Sophie, Laure et moi. C'était la première fois que je les voyais de près, ces 2 femmes. Sophie était la blonde du 3e rang, la robe bleue remplacée ce matin par un ensemble beige soigné, des lunettes de soleil sur la tête, une façon de se déplacer qui trahissait quelqu'un habitué à être regardé. Laure était plus discrète, cheveux courts, jean et veste légère, un sac de voyage fonctionnel sur l'épaule. Elle ne m'avait pas regardé directement depuis notre descente dans le hall. Je notais tout. Dans la voiture vers l'aéroport, Mathieu était assis à l'avant avec le chauffeur. Sophie et Laure occupaient la banquette du milieu. J'étais seule à l'arrière, les écouteurs dans les oreilles, à regarder les platanes de l'avenue défiler derrière la vitre. La ville de Bordeaux s'éveillait sous un ciel de juin parfaitement bleu, ce bleu dense et net du sud-ouest. Des gens ouvraient leurs volets. Un marché se montait sur une place. La vie continuait exactement comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit la veille dans un domaine viticole à 20 kilomètres de là. Mathieu ne m'a pas adressé la parole durant le trajet. Il n'en avait pas besoin. Dans sa tête, il gagnait. Je le laissais croire ça. C'était la dernière chose que je lui laissais. À l'aéroport, le terminal était déjà animé malgré l'heure matinale. Des familles avec des enfants, des voyageurs d'affaires pressés, des couples au début de leurs vacances avec cette légèreté visible sur les visages qui m'a serré quelque chose dans la poitrine, non pas de la tristesse, mais une conscience aiguë du contraste. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir d'enregistrement. Mathieu a posé les 4 passeports sur le comptoir avec l'aisance d'un homme qui réserve des voyages à 4 depuis suffisamment longtemps pour que ça lui semble normal. L'agente a commencé à traiter les dossiers. Elle a tapé le premier nom, puis le second, puis le 3e. Puis elle a tapé le mien. Elle a regardé l'écran, a retapé, a regardé à nouveau. Madame Morel ? Oui. Votre réservation a été annulée hier soir. Vous étiez au courant ? Elle avait levé les yeux vers Mathieu avec ce regard neutre et professionnel des personnes habituées à annoncer des complications sans prendre parti. Mathieu s'était retourné vers moi. Pour la première fois depuis le murmure à l'hôtel, le sourire avait hésité. Pas disparu, hésité. Une fraction de seconde pendant laquelle j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, une légère contraction, comme quelqu'un qui pose le pied sur une marche et réalise qu'elle n'est pas là. « Claire, qu'est-ce que, tu as annulé ton billet ?» J'ai dit avec exactement la même voix que j'avais utilisée à l'hôtel, calme, ferme, sans la moindre fissure. « Bon voyage, Mathieu. » J'ai pris mon sac et j'ai tourné les talons. Il est venu derrière moi. J'ai entendu ses pas rapides sur le sol du terminal et j'ai senti sa main sur mon bras. Une pression ferme, pas violente, mais insistante. Le geste d'un homme qui n'a pas encore compris qu'il a perdu le droit de me toucher.
Je me suis retournée. Il me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, pas encore, mais quelque chose de plus inconfortable que la colère, la déstabilisation. Ce vertige particulier des personnes qui ont planifié chaque détail et qui réalisent soudainement qu'une variable leur a complètement échappé. Sophie et Laure s'étaient arrêtées à 6 mètres derrière lui. Elles nous observaient. Je les voyais dans mon champ de vision périphérique sans les regarder directement. J'ai baissé la voix pour que personne d'autre n'entende et j'ai dit avec une lenteur délibérée: « Tu vas recevoir un email de ma part. Lis-le quand vous serez en l'air. Tu auras largement le temps d'y réfléchir. » J'ai retiré sa main de mon bras avec une douceur qui était pire que n'importe quelle brutalité, et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais aucune raison de le faire. Tout ce que je voulais voir était devant moi. J'ai traversé le terminal, franchi les portes automatiques, retrouvé l'air chaud du matin de juin sur le trottoir de l'aéroport. J'ai pris un taxi, donné une adresse, et pendant que la voiture s'éloignait sur la rocade, j'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur la façade de l'aéroport qui disparaissait derrière les premiers échangeurs. Quelque part là-dedans, Mathieu était en train de comprendre que sa variable manquante n'était pas une erreur de réservation. C'était moi. Et moi, j'avais un avion à prendre. Mathieu a embarqué. Je le sais parce qu'Isabelle me l'a confirmé plus tard, après avoir parlé à quelqu'un qui se trouvait dans le même terminal à Charles de Gaulle pendant l'escale. Elle ne l'avait pas cherché. C'est lui qui l'avait appelé depuis un coin isolé du terminal pendant que Sophie et Laure attendaient à la porte d'embarquement avec les bagages et une tension entre elles qui avait commencé à se cristalliser dès l'aéroport de Bordeaux. L'email était arrivé exactement comme je l'avais prévu. Le téléphone avait vibré une dernière fois dans sa poche pendant qu'il rangeait son bagage en cabine. Il avait regardé l'écran, vu mon nom, et avait lu debout dans l'allée centrale de l'appareil, avec les autres passagers qui essayaient de passer autour de lui et une hôtesse qui lui demandait poliment de s'asseoir. Il avait lu sans bouger pendant assez longtemps pour que la demande de l'hôtesse se répète 2 fois. À Charles de Gaulle, pendant l'escale de 2 heures, il avait passé des minutes seul dans un coin du terminal à passer des appels. Le premier était pour moi. Je n'ai pas décroché. J'étais déjà ailleurs, dans un autre terminal, dans un autre état d'esprit, et mon téléphone avait sonné dans mon sac comme quelque chose qui appartenait à une autre vie. Le deuxième appel était pour Marc. Marc n'a pas décroché non plus, il m'avait prévenu qu'il ne le ferait pas, que tout ce que Mathieu pourrait lui dire à ce stade n'aurait aucune valeur légale et ne ferait que compliquer inutilement les choses. Le troisième appel était pour Isabelle. Elle a décroché, elle a écouté, et quand il a eu fini de parler, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, Isabelle me l'a résumé sans entrer dans les détails qui n'en valaient pas la peine, elle a répondu avec cette voix tranquille et définitive qu'elle réserve aux situations où la douceur serait une forme de mensonge. Mathieu, Claire m'a tout raconté. Je n'ai rien à te dire. Et elle a raccroché. Il a embarqué sur la correspondance pour les Maldives parce qu'à ce stade, il n'y avait plus rien à Paris qu'il pouvait aller réparer. Les dommages avaient déjà eu lieu. Les pièces étaient déjà en mouvement. Rentrer n'aurait servi qu'à lui faire constater plutôt ce qu'il allait découvrir de toute façon. Il est arrivé au resort avec Sophie et Laure. Le domaine était d'un luxe discret et absolu, ces bungalows sur pilotis au-dessus d'un lagon turquoise que les Maldives produisent comme si c'était simple, avec des planchers en bois chaud donnant directement sur l'eau, des couchers de soleil à couper le souffle et un personnel formé pour anticiper chaque désir avant qu'il soit exprimé. C'était exactement le genre d'endroit que Mathieu aimait choisir, le genre d'endroit où l'on se sent important par procuration, où le luxe environnant semble valider quelque chose sur soi-même. Au comptoir du resort, quand il a voulu confirmer les extras du séjour, le dîner privé sur la plage, l'excursion en bateau, les soins au spa, la carte a été refusée. Il a essayé une deuxième fois, refusé. Ce qui s'était passé était simple et parfaitement légal. Le compte auquel cette carte était liée m'avait comme cotitulaire. Dans les heures qui avaient suivi ma décision, j'avais signalé une irrégularité à la banque et formalisé mon retrait du compte selon mes droits contractuels. Ce n'était pas du sabotage. C'était de la comptabilité. Une architecte comprend les structures, y compris les structures financières, et sait exactement quelle poutre porte le poids de quoi. Sophie et Laure avaient leur propre carte, mais elles n'avaient pas été informées qu'elles auraient à supporter l'intégralité des frais du séjour.
Ce n'était pas ce qui avait été présenté, ni ce qui avait été promis. Et quand la réalité d'un luxe non financé rencontre deux femmes qui n'ont jamais signé pour en assumer le coût, le romantisme se dissout avec une rapidité remarquable. Le climat entre les trois avait changé dès le premier soir. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. Je le savais parce que je connaissais suffisamment la nature humaine et parce que les architectes savent ce qui arrive aux structures quand on retire un élément porteur sans prévenir. Elles ne s'effondrent pas toujours brutalement. Parfois doucement, avec des craquements progressifs, chaque fissure en appelant une autre, jusqu'à ce que l'ensemble soit irréparable. Le lundi suivant le mariage, pendant que Mathieu était encore aux Maldives, Bertrand avait convoqué une réunion extraordinaire des associés. L'email que j'avais envoyé dans la nuit des noces avait circulé entre les membres de la société avec la vitesse tranquille des informations qui ne peuvent pas être ignorées. Le client institutionnel en négociation, ce groupe familial traditionnel avec sa clause éthique explicite, celle que Mathieu connaissait mot pour mot, avait été contacté de façon préventive. La négociation avait été suspendue. Mathieu avait été écarté du dossier dans l'attente d'une décision de la société. Quand il était rentré du voyage, une lettre l'attendait au cabinet. Mais ce n'était pas encore la chose la plus difficile qui l'attendait. Geneviève, sa mère, n'avait pas décroché quand il avait appelé depuis les Maldives, ni le lendemain, ni le surlendemain. Isabelle avait eu cette conversation avec elle dans la matinée du samedi, 2 heures après le décollage, avec ce mélange de franchise et de douceur qu'elle possède mieux que personne. Geneviève avait écouté en silence, avait posé 3 questions précises et avait remercié Isabelle. Elle n'avait plus répondu aux appels de son fils. Le frère de Mathieu, qui avait été son témoin la veille encore, lui avait envoyé un message de 4 mots, « Ne m'appelle pas maintenant ». 4 mots. Pas d'explication, pas d'ouverture, pas de porte laissée entr'ouverte. 4 mots qui signifiaient que la version qu'il avait prévu de construire, le mari moderne incompris dont la femme avait dramatisé une situation, n'avait même pas eu le temps de prendre forme. La vérité était arrivée en premier, et la vérité, quand elle arrive en premier avec des preuves et sans colère, est presque impossible à démentir. Tout s'effondrait silencieusement, méthodiquement, exactement comme prévu. Et lui était à 10 000 kilomètres de Paris, dans un bungalow de luxe aux Maldives, avec 2 femmes qui ne lui parlaient presque plus et une carte de crédit qui ne fonctionnait plus, en train de relire pour la 4e ou 5e fois les 2 pages de mon email, cherchant encore la dernière ligne, celle qu'il n'arrivait pas à quitter. Je vais vous lire l'email. Pas en entier, parce que certaines choses restent entre lui et moi, dans cet espace privé que même la trahison n'efface pas complètement. Mais les passages qui comptent, ceux qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, vous méritez de les entendre. Je les avais relus 3 fois cette nuit-là avant de programmer l'envoi. Pas par doute, par souci de précision. Une architecte ne signe un plan qu'une fois certaine que chaque ligne est exactement là où elle doit être. Voici ce que j'avais écrit. Mathieu, je t'écris depuis un endroit où tu ne peux pas m'atteindre, ce qui est, pour la première fois depuis longtemps, exactement là où je veux être. Tu lis ces mots prisonniers d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, avec du temps devant toi et nulle part où aller. C'est volontaire. Je voulais que tu aies le temps de lire lentement. Je me suis mariée avec toi de bonne foi, à 53 ans, en sachant exactement ce que je faisais. Pas par solitude, pas par peur, par choix. Parce que j'avais décidé de te faire confiance. Et à cet âge, avec tout ce que j'ai traversé, la confiance est la chose la plus précieuse que je puisse offrir à quelqu'un. Tu le savais. Et tu as utilisé cette précision contre moi. Je ne t'écris pas pour t'expliquer ma douleur. Tu la connais. Tu l'as construite avec soin, pièce par pièce, pendant 18 mois, avec les fleurs blanches et les voyages et les silences que tu savais exactement comment remplir. Je t'écris pour te dire ce que tu n'as pas vu venir, parce que tu as fait l'erreur que font tous les hommes comme toi, tu as confondu ma gentillesse avec de la faiblesse et ma confiance avec de la dépendance. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'avais tout rangé. Chaque signal, chaque photo, chaque conversation, chaque nom, chaque chiffre. Tout était là, classé, daté, documenté, dans un dossier que j'avais nommé « Architecture ». Parce que c'est ce que je fais depuis 30 ans. Je lis les structures. Je comprends ce qui tient et ce qui cède. Et toi, Mathieu, tu cédais depuis longtemps. Je le voyais. Je choisissais de ne pas regarder.
Ce n'est plus le cas. À l'heure où tu liras ces lignes, plusieurs choses auront déjà eu lieu. Certaines tu les découvriras aujourd'hui, d'autres dans les jours qui viennent, d'autres encore dans les semaines à suivre. Je ne te dirai pas lesquelles ni dans quel ordre. Une architecte ne révèle pas ses plans avant que la structure soit debout. Ce que je peux te dire, c'est que chaque étape est légale, documentée et irréversible. Il n'y a pas de fissure par laquelle glisser une réponse, pas de porte que tu pourrais pousser pour revenir en arrière. Tu m'as épousée en pensant que j'avais trop à perdre pour agir. Tu avais raison sur une chose, j'avais beaucoup. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que les femmes qui ont tout construit seules n'ont jamais peur de tout recommencer. Elles savent que ce qu'elles ont bâti une fois, elles peuvent le rebâtir. Ce que toi tu as perdu cette nuit, tu ne pourras pas le reconstruire. Pas la réputation. Pas la confiance de ta famille. Pas ce contrat. Pas cette version de toi-même que tu avais soigneusement fabriquée pour le monde. Je ne suis pas en colère, Mathieu. La colère appartient aux personnes qui n'ont pas d'autre recours. Moi, j'avais un plan. Et pendant que tu lisais ces lignes à 10 000 mètres d'altitude, ce plan était déjà achevé. La dernière phrase était celle-ci. Tu m'as offert des chrysanthèmes blancs parce que tu m'avais entendu dire que je les préférais aux roses. Ce détail m'avait convaincu que tu écoutais vraiment. Aujourd'hui, je comprends que tu écoutais, oui, mais uniquement pour mieux savoir où frapper. Je te souhaite un bon voyage. Moi, je suis déjà arrivée. Voilà ce qu'il y avait dans cet email. Voilà la dernière ligne. Isabelle me l'a dit plus tard, quand elle avait raccroché après lui avoir dit qu'elle n'avait rien à lui dire, elle avait entendu, juste avant que la communication coupe, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu dans la voix d'un homme aussi sûr de lui. Pas de la colère. Du vide. Moi, pendant ce temps, j'étais dans un taxi qui me menait vers un autre terminal. Mon billet de remplacement m'attendait. Non pas pour les Maldives, cette destination lui appartenait, avec ses bungalows sur pilotis et ses couchers de soleil calculés pour impressionner. J'avais choisi autre chose. J'avais choisi Lisbonne. Une ville que j'avais toujours voulu explorer seule, à mon rythme, avec un carnet et des heures entières sans devoir justifier mes silences à qui que ce soit. Une ville où les façades en azuléjo bleu vous rappellent que les choses les plus belles sont celles qui ont traversé le temps sans se laisser déformer. Je suis restée 10 jours. 10 jours à marcher dans les rues pavées de l'Alfama, à boire du café dans des endroits sans prétention, à regarder le Tage depuis les Miradouros le soir avec cette légèreté particulière des personnes qui ont réglé ce qui devait l'être et qui n'attendent plus rien que le présent. Je n'ai pas pensé à Mathieu tous les jours. Et les rares fois où il m'a traversé l'esprit, ce n'était pas avec de la douleur. C'était avec la clarté froide et propre de quelqu'un qui a regardé une structure s'effondrer et qui comprend exactement pourquoi elle ne tenait plus. Au retour, Marc m'attendait avec les documents. La procédure était engagée. La clause du contrat de mariage qu'il avait lui-même suggéré faisait désormais tout le travail. Mathieu avait consulté son propre avocat, mais il n'y avait pas grand-chose à contester. Il avait signé. Il savait ce qu'il avait signé. Et la clause était là, nette, inattaquable, rédigée pour exactement ce type de situation. Parfois les hommes construisent leurs propres pièges sans le savoir, parce qu'ils ne s'imaginent jamais que quelqu'un aura le sang-froid de les utiliser. Bertrand m'a appelé 3 semaines plus tard. Pas pour me parler de Mathieu, il ne l'a pas mentionné une seule fois, ce qui en disait plus long que n'importe quel discours. Il m'a appelé pour me proposer de soumettre mon cabinet à l'appel d'offres pour un projet architectural lié à la restructuration des bureaux du groupe institutionnel. Ce groupe familial traditionnel, celui avec la clause éthique. Celui dont la négociation avait été suspendue. Il cherchait des partenaires dont la réputation était sans ambiguïté. J'ai répondu que j'enverrais un dossier dans la semaine. Je l'ai envoyé en 3 jours. Geneviève m'a écrit une lettre manuscrite 2 mois après les faits. Pas pour s'excuser au nom de son fils, ce n'était pas son rôle et elle le savait. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait de la peine, de la vraie, et qu'elle espérait que je trouverais dans la vie ce que j'avais cherché en lui faisant confiance. C'était une femme digne. Je lui ai répondu avec la même dignité. Certaines personnes ne méritent pas d'être emportées dans les ruines de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand on me demande comment j'ai traversé ça, je réponds toujours la même chose, je ne l'ai pas traversé. Je l'ai construit.
Il y a une différence. Traverser, c'est subir un chemin que quelqu'un d'autre a tracé. Construire, c'est décider de la direction, choisir les matériaux, poser chaque pierre avec intention. C'est ce que j'ai fait cette nuit-là dans une chambre d'hôtel bordelaise, en robe de mariée, au bord d'un lit immense qui n'appartenait qu'à moi. Mathieu avait épousé une architecte. Et une architecte, même quand on lui enlève le sol sous les pieds, sait exactement comment poser les fondations d'autre chose. Je m'appelle Claire. J'ai 53 ans. Et je n'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit-là, à 3 heures du matin, dans cette chambre que j'avais traversée seule exactement comme je l'avais toujours fait. Exactement comme je continuerai à le faire.